Je passe la parole à Federico Palermiti, qui est responsable du programme Territoire éthique et maladies neuroévolutives, qui préside aussi l'association France Alzheimer 06 et qui va animer la fin de cette ouverture. Merci beaucoup Fabrice. Je ne vais remercier personne. On est déjà un petit peu en retard et je vais être le maître du temps pendant ces 3 jours. Donc à partir du moment, et je le dirai demain, que les orateurs me verront monter sur l'estrade, ce sera mauvais signe parce qu'il vous restera concrètement 2 minutes. Donc ça va être un peu un rôle ingrat, mais nécessaire quand on organise une université d'été aussi riche, avec à la fois des sessions plénières, des ateliers. Ce soir, nous vous proposons 3 séquences. La première va être l'actualité de la recherche. Bien évidemment, quand on parle de maladie d'Alzheimer, de maladie de Parkinson, de sclérose en plaques, on parle de pathologie. Il nous paraissait extrêmement important de vous proposer ce soir un point sur l'avancée de la recherche. Et ce sera Michel Clanet qui va présider cette session. On aura ensuite une séquence, Fabrice en a beaucoup parlé jusqu'à présent, de l'engagement, et on tenait vraiment à mettre un coup de projecteur sur les 3 associations nationales qui œuvrent sur ces maladies-là. Et vous aurez le plaisir ensuite, à 18h30, d'avoir un cocktail dînatoire qui sera au rez-de-chaussée pour revenir, je n'en dis pas plus, pour un formidable film qu'on vous proposera qui s'appelle « La mémoire éternelle ». Et vraiment, je ne veux pas faire du teasing, mais restez parce que ce film, vous allez voir ce soir, quand vous rentrerez chez vous, je pense que vous vous en souviendrez encore. Michel, sans plus tarder, je vais vous laisser le micro pour que vous puissiez à la fois présenter nos orateurs et modérer cette séquence sur l'actualité de la recherche. Un grand merci à toutes et à tous d'être là. Fabrice vous le redira demain, mais sur les 3 jours, il y a plus de 560 inscrits. On est vraiment sur une très belle édition, donc on est très, 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 très heureux de vous accueillir. Michel, dans 30 minutes, je reviens sur scène. 30 minutes. Pour moi, 30 minutes, ça fait 25 minutes de trop. Bon. Alors, moi, je vais dire merci quand même. Merci aux organisateurs et merci à Fabrice, merci à Virginie et l'espace de réflexion éthique de l'Île-de-France et l'espace national de réflexion éthique des maladies neurodégénératives, puisque je l'ai connu comme ça au départ. En effet, il y a une dizaine d'années, c'est à quelques jours près, j'ai été chargé de mission de présider le comité de suivi du plan des maladies neurodégénératives qui faisait suite au plan Alzheimer. Ce plan avait, entre autres mesures, une mesure qui est la mesure 59, dans le cadre d'un enjeu sur l'éthique comme levier pour faire évoluer les maladies, la prise en charge et la relation des personnes atteintes de maladies, la relation de soins des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, puisque c'était comme ça que ça s'appelait. Et la mesure 59, c'était de mobiliser les espaces de réflexion éthique dans le contexte des maladies neuroévolutives, puisque en 2017, nous avons considéré que le terme de maladie neuroévolutive était certainement plus pertinent que le terme de maladie neurodégénérative. Et donc, nous avons beaucoup travaillé avec l'espace de réflexion éthique d'Île-de-France, qui s'était très engagé dans le cadre du plan et dans le cadre de cette mesure. Et je pense que les participations successives à l'université d'été des maladies neuroévolutives a été un des éléments importants. C'est donc avec plaisir que je me retrouve ici aujourd'hui. Ce que je voudrais dire également, c'est que le choix que vous avez fait me paraît tout à fait important, qui est les dilemmes éthiques et les choix que doivent faire les personnes malades et leurs aidants. Vous avez énuméré dans les divers ateliers tous les choix qui peuvent être réalisés, tous les dilemmes, je ne vais pas les reprendre, mais dans le cadre des actualités de la recherche, il y en a 3 qui m'intéressent plus particulièrement.
Le premier, c'est celui auquel sont confrontées les personnes au moment où ils rentrent dans la maladie, où ils ne savent pas qu'ils sont malades, et où la question qui va se poser, c'est jusqu'où s'engager dans le diagnostic, quand, comment et jusqu'où. Alors, bien sûr, on va nous proposer un certain nombre de choses. Je sais, et je ne sais pas si ça a évolué, mais le moment du diagnostic, lors du plan des maladies neuro-évolutives, a été un moment essentiel. C'était la mesure numéro 1. Il y avait des difficultés dans le diagnostic. Mes collègues diront si on a évolué, si on s'est amélioré dans ce domaine-là. Le deuxième moment qui m'intéresse, c'est le moment du choix du traitement. Le choix du traitement, que ce soit dans la maladie de Parkinson, que ce soit dans la maladie d'Alzheimer, avec en particulier un certain nombre de médicaments qui ne sont plus accessibles depuis de nombreuses années et pour lesquels il y a des prescriptions qui continuent. Dois-je prendre ces médicaments ? Et puis surtout, je pense, ce qui va se poser peut-être avec l'arrivée de nouveaux médicaments, qui va prendre, qui va pouvoir bénéficier de ce type de traitement si éventuellement ces médicaments arrivent en autorisation de mise sur le marché. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Dois-je, oui ou non, m'engager dans cette thérapeutique ? Dois-je m'engager dans une stimulation cérébrale profonde, etc., etc. Des choix qui sont difficiles. Et le troisième choix, et je voudrais rappeler que dans le plan, nous avions aussi bataillé pour cela, le droit à la recherche. C'est-à-dire que toutes les personnes atteintes de maladies neuroévolutives et leurs familles doivent pouvoir avoir accès à la recherche. Et donc, dois-je ou pas m'intégrer dans un essai thérapeutique ? 3 sujets qui sont des sujets importants et qui nous amènent sur, finalement, l'actualité de la recherche. Comment répondre à ces questions ? D'abord, je pense qu'il y a un premier élément qui est la singularité de la personne et de son environnement, qui sont un des éléments essentiels. Il y a ensuite la personne qui est dans la relation de soins impliquée, le spécialiste, le médecin. Et donc là, on attend quoi ? On attend, d'une part, une qualité d'information qui soit actualisée et qui soit compréhensible. On attend également une loyauté. Ces éléments-là sont absolument essentiels. Et je dois reconnaître aujourd'hui que, en ce qui concerne l'information sur l'évolution de la recherche, c'est compliqué. Parce que la dynamique de la recherche est importante et rapide. Et donc, faire que l'ensemble des médecins qui sont confrontés à l'accompagnement des personnes et à leur prise en soin puissent avoir justement toute cette compétence requise, c'est difficile. Donc il me semblait, et tout à fait justifié, important, que ces sessions d'université d'été cette année commencent par une actualité sur la recherche. Nous allons donc avoir 2 présentations faites par des collègues éminents de l'hôpital de la Timone, du département de neurologie. On va commencer par le professeur Mathieu Secaldi, qui dirige le CM2R de la Timone, qui va nous parler des actualités de la recherche dans la maladie d'Alzheimer en 20 minutes. En moins de 20 minutes. Je ne vais pas aggraver le... Je n'ai pas envie que Federico vienne me taper dessus. Alors, voilà, je pense que je vais y arriver. J'ai ouvert... Voilà, merci. D'abord, 2 petits mots pour vous remercier. Bien entendu, Fabrice, Federico, toute l'équipe, Perrine. Oui, peut-être me mettre dans le micro, comme ça on m'entendra mieux. Voilà, je remercier toute l'équipe pour continuer à choisir Marseille. Et en plus, on vous a préparé le soleil, vous l'avez remarqué. Voilà. Donc, bienvenue à Marseille, on est ravis. Et juste un petit mot pour dire que vous faisiez allusion à Michel Poncet, qui est mon maître. En fait, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas trop ce que c'était l'éthique. Voilà. Je la vivais incarnée par Michel Poncet, parce que
qu'on sait pratiquer l'éthique. C'est un des rares médecins que j'ai connu quand il faisait la visite. Vous savez, les médecins font la visite hospitalière avec les... en sortant de la chambre, à dire aux patients qu'il avait reçus « merci ». Il remerciait les patients, alors qu'habituellement, on a plutôt tendance à penser que c'est les patients qui remercient les médecins. Alors, je vais aller assez vite c'est un flash, en fait, sur la recherche, et je vais essayer un peu de répondre au questionnement qu'a évoqué Michel. Donc, simplement pour vraiment mettre l'accent sur une tendance qui est majeure dans le domaine de l'Alzheimer. C'est vraiment une définition, et je suis certain que ça peut être la source de débats importants et de questionnements, une définition qui est de plus en plus biologique. Il faut rappeler que l'Alzheimer, avant, c'était une réalité clinique, ça l'est toujours, bien entendu, mais c'était défini d'abord par des critères exclusivement cliniques, fonctionnels, puis on s'est rendu compte qu'un certain nombre de patients auxquels on étiquetait le vocable, enfin le libellé de maladie d'Alzheimer avait d'autres maladies, et donc petit à petit les connaissances ont progressé. Et depuis Louis Alzheimer, on sait maintenant quelles sont les bases biologiques des lésions qui sont dans les cerveaux des patients Alzheimer, qui sont les plaques amyloïdes et des dégénérescences neurofibrillaires, c'est-à-dire les peptides amyloïdes et la protéine tau. Alors, ce n'est pas le propre de la maladie d'Alzheimer, d'autres maladies dégénératives comme la maladie de Parkinson sont également ce qu'on appelle des protéinopathies. Mais ça, c'est rentré dans notre réalité depuis qu'on a des biomarqueurs utilisables en soins courants. Et vous savez probablement que actuellement, pour documenter biologiquement, pas chez tous les patients, et uniquement chez des patients pour lesquels cela a un intérêt et dans un contexte de diagnostic précoce, on peut utiliser un dosage de biomarqueurs dans le liquide cérébrospinal, celui qu'on prélève par une ponction en bas du dos. Et ça a fait avancer beaucoup la clinique et bien entendu, c'est au cœur de la recherche. Alors, 2 mots sur les tendances actuelles de la recherche. La première, je dirais que le premier aspect, c'est des choses d'ailleurs dont je parle mais que je connais mal, c'est la génétique et ce qu'on appelle maintenant la protéomique. Donc, il y a maintenant de plus en plus de travaux, il ne se passe pas une année sans qu'on découvre un gène supplémentaire de susceptibilité à la maladie d'Alzheimer. Alors, gène, ça ne veut pas dire que tous ces gènes ont un rôle important chez tous les patients. Il y a des gènes qui... vous voyez ici, c'est la force, l'impact des gènes sur l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Là, c'est leur donner de la fréquence. Donc, plus c'est haut, plus ça a un impact. Mais plus c'est bas, plus c'est dans ce sens-là sur les abscisses, moins c'est fréquent. Et donc il y a des gènes très rares, on le sait, qui peuvent provoquer des maladies d'Alzheimer dites autosomales dominantes, c'est-à-dire transmissibles de parents à enfants. Et puis il y a des gènes, toute une série de gènes qui, eux, sont plutôt des gènes de susceptibilité, dont certains ont un rôle très significatif, comme celui-ci. Et ça s'enrichit. Et donc on a vraiment, de ce point de vue-là, des connaissances qui progressent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette génomique, elle nous entraîne vers des directions de recherche qui ne sont pas celles auxquelles on pense systématiquement. La maladie d'Alzheimer, on a dû vous le dire 100 fois, je viens d'ailleurs de le dire, peptides amyloïdes et protéines tau. Alors donc, on pense effectivement aux peptides amyloïdes et la protéine tau, sauf que les nouveaux gènes qu'on trouve, ils ont plutôt un rapport avec ce qu'on appelle la microglie, donc des composants finalement qui sont en dehors des neurones, mais qui jouent certainement un rôle, soit sur l'inflammation, soit sur la clairance des résidus toxiques qui sont liés à la neurodégénérescence. Et donc, on a un lien qui se fait progressivement entre ces gènes que l'on retrouve dans des grandes études où sont prélevés des milliers de personnes et où on retrouve donc des associations de certains gènes avec la maladie, et puis des processus pathologiques qui sont pas nécessairement liés strictement au cœur de la physiopathologie représentée par les peptides amyloïdes et la protéine tau. Et vous voyez, par exemple, là, je vous ai mis ce travail qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps, sur le fait que maintenant, on essaie même de faire correspondre on peut, chez certains patients, faire de la protéomique dans le liquide cérébrospinal, et on arrive parfois même à faire des sous-types moléculaires, et on a une tendance maintenant à
à un rapprochement entre ces sous-types moléculaires, les génotypes des patients et même le profil clinique. Vous voyez, alors, il y a quand même la clinique qui réapparaît un petit peu, mais c'est vrai que le cœur de la recherche, il est actuellement, en tout cas pour la recherche fondamentale, très centrée sur les gènes et la protéomique. Alors, il y a quand même une question pratique importante qui nous pend au nez, parce que le fait d'identifier des protéines que l'on peut doser dans le liquide cérébrospinal, que l'on peut aussi d'ailleurs visualiser avec certaines techniques d'imagerie spécifiques, mais qu'on utilise extrêmement peu en pratique clinique courante, reste quand même limité parce que c'est coûteux, parce qu'une ponction lombaire, alors c'est plus douloureux, hein, je vous rassure, voilà, maintenant c'est un acte qui est banalisé, mais enfin c'est quand même un acte dit agressif, et puis on ne peut pas le faire à tout le monde, notamment chez les personnes qui sont sous anticoagulants. Et donc, il y a tout un champ de recherche maintenant sur les biomarqueurs plasmatiques. C'est-à-dire que, je ne vous ai pas mis, là, c'est vraiment, ça éclate dans le domaine. Il y a des centaines, des milliers enfin, des milliers, j'exagère, mais en tout cas des centaines de publications sur ce sujet avec des techniques différentes, sur des protéines différentes qui sont dosées dans le plasma et qui seraient corrélées aux lésions qui sont présentes dans le cerveau des patients chez lesquels ils sont prélevés. Vous voyez, par exemple, dans ce travail, on parlait de diagnostic, dans ce travail récent dans une cohorte chinoise, un dosage de biomarqueurs plasmatiques a permis de prédire l'installation des symptômes d'une maladie d'Alzheimer dans une cohorte de sujets qui, au départ, étaient sains. Donc, par rapport aux questions que posait Michel, ce qui arrive petit à petit, on est déjà dans du diagnostic précoce, mais c'est l'idée d'aller encore plus loin et de faire du diagnostic ultra précoce. Alors c'est loin d'être simple, c'est très compliqué. Je vous ai juste mis là une petite remarque sur le fait que pour certains dosages plasmatiques, comme celui qu'on appelle phosphoto 217, qui est actuellement le plus en vue, eh bien, en fait, il est influencé, ce dosage plasmatique, par des maladies assez courantes, comme l'insuffisance rénale, comme le fait d'avoir des problèmes vasculaires. Donc, il y a vraiment techniquement encore beaucoup de limitations, mais ça progresse. Et ça veut dire qu'il faut commencer un peu à réfléchir comment et de quelle manière, et est-ce qu'on pourrait implémenter ces outils diagnostiques dans le soin courant, parce que ça n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, évidemment, éthiques, pour identifier chez des patients qui n'ont encore aucun symptôme, dans ce qu'on appelle une phase préclinique de la maladie, ou la possibilité d'évoluer ultérieurement vers une maladie clinique. Alors, la thérapeutique, et c'est le point essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui, la recherche thérapeutique est active, mais si la recherche biologique évolue aux confins de la neuroinflammation, de la microglie, etc., la recherche thérapeutique reste très centrée sur la pathologie centrale de l'Alzheimer, c'est-à-dire la pathologie amyloïde et accessoirement la pathologie tau. Et donc les molécules les plus avancées dans le domaine de la recherche thérapeutique, dans les essais cliniques, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie anti-amyloïde, c'est-à-dire soit en suscitant de manière active la création d'anticorps chez les sujets traités par des vaccins, soit en apportant aux patients une immunothérapie passive avec des anticorps amyloïdes. Alors, voilà, ces anticorps sont censés neutraliser la pathologie amyloïde, l'éliminer du cerveau, et comme la pathologie amyloïde est a priori le trigger, enfin le point de départ de la cascade pathologique de l'Alzheimer, stabiliser après la dégénérescence neuronale et la clinique. C'est ça l'idée principale de ces essais. Il y a eu beaucoup d'essais qui se sont tous avérés négatifs. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu énormément d'anticorps qui ont été testés et qui se sont avérés négatifs. Mais il se trouve qu'on en a 2 récemment qui ont fait l'objet d'études positives, et notamment un qui s'appelle le lecanemab. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, surtout qu'il y a un atelier sur ce sujet demain avec Fabrice. Mais l'idée, c'est que cet anticorps, qui est dispensé par voie intraveineuse, par des perfusions tous les 15 jours, les objectifs de l'essai
ont été atteints, c'est-à-dire qu'on a une réduction du déclin, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas d'amélioration, ça va, il n'y a pas de stabilisation, il y a une réduction du déclin. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la formule de François Hollande de l'inversion de la courbe, voilà, qui est restée célèbre. Bon, on est un peu dans ce style-là, il y a une réduction du déclin de 30%, d'à peu près 27 à 30% dans les différents critères. Bon, après, on rediscutera tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement un effet clinique modeste, mais c'est la première fois que c'est congruent avec tous les critères qui étaient étudiés dans cet essai. La pierre d'achoppement, c'est qu'il y a des effets secondaires, notamment des effets secondaires d'imagerie, visibles en imagerie, qui sont un problème parce qu'effectivement, ils peuvent apparaître, alors la plupart du temps asymptomatiques, mais ils peuvent entraîner parfois des complications cliniques. Donc c'est vraiment un problème qui concerne le ratio bénéfice-risque, qui est le débat en fait autour de ces médicaments. Et il y en a un deuxième qui est le donanemab, qui a des résultats un peu similaires. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, le lecanemab, les résultats ont été publiés il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi. Il a été à ce jour approuvé par les États-Unis, c'est-à-dire qu'il est dans le soin courant aux États-Unis. Il a été à ce jour approuvé en Chine, au Japon, en Israël, aux Émirats arabes unis, il y a 15 jours au Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Europe. Mais par contre, l'Europe vient de donner un avis défavorable. Alors l'Europe, car vous savez que les pays européens, pour l'AMM, enfin, nous sommes tous dépendants de l'agence européenne. C'est elle qui délivre ou pas l'AMM pour tous les pays européens. Puis après, les pays discutent des conditions de remboursement et de prise en charge pour chacun d'entre eux. Donc il y a pour l'instant un avis défavorable. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est avancé, c'est le fait que l'effet clinique est trop modeste par rapport au risque encouru pour les patients qui seraient traités. On en débattra. Je dois dire que, enfin, pour ma part, après c'est une opinion, et on la discutera éventuellement, mais peut-être ultérieurement dans un autre contexte, que pour moi, et je pense pour pas mal d'associations de patients, c'est une déception, parce qu'on pensait quand même rentrer dans une véritable ère thérapeutique avec l'entrée de ces médicaments qui, de toute façon, ne seront utilisés que pour une minorité de patients triés sur le volet. Parce qu'évidemment, le médecin n'a pas envie d'abîmer son patient. Il a envie de l'aider et pas de l'abîmer. Et donc, il y avait une réflexion de la communauté sur les critères d'éligibilité à ces traitements, mais qui, pour l'instant, est suspendue. Alors, il y a une procédure d'appel qui existe au niveau de l'agence européenne, qui est en cours. Peut-être que l'agence européenne va peut-être modifier son avis, on l'espère. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça va arriver. Il n'est pas possible que l'Europe soit différente des autres pays. Je rappelle que l'un des objectifs des agences du médicament, c'est un accès équitable. L'équité, c'est pas très loin de l'éthique. C'est un accès équitable aux traitements innovants. Mais équitable, mais raisonné, bien entendu. Alors, bon, voilà. Après, je vais finir pour dire que, bien entendu, la recherche clinique continue, agir de plus en plus tôt, agir au bon moment, agir sur la cascade pathologique, agir à long terme. Et maintenant, les agences demandent un bénéfice clinique, pas uniquement le fait de montrer que l'amyloïde sort du cerveau. Il faut aussi qu'il y ait un effet clinique. Évidemment, agir sans léser. Et puis, surtout, probablement, combiner les actions. Alors, on voit des essais qui ne sont pas menés en France, sur les phases dites précliniques actuellement, mais qui ne sont pas identifiées par des prises de sang, mais par des imageries cérébrales. Par exemple, aux États-Unis, il y a des personnes qui vont bien, qui passent un TEP scan. Le TEP scan montre qu'ils ont de l'amyloïde dans le cerveau. Ils rentrent dans un essai thérapeutique avec une molécule anti-amyloïde pendant plusieurs années. Pour l'instant, ce type d'essai n'a pas lieu en France, sauf dans le cadre de formes génétiques où on est certain que la maladie va arriver. Voilà. Et donc, pour terminer, pour dire qu'il n'y a pas que l'amyloïde, il y a d'autres voies de recherche, mais je n'ai pas le temps de détailler sur la neuroinflammation notamment. Et puis une approche que je connais mal, qui est l'approche dite sénolytique, c'est-à-dire l'approche des médicaments qui sont susceptibles de ralentir la sénescence, qui est un facteur aussi qui intervient dans ces pathologies. Voilà, merci pour votre attention. Merci Mathieu. Alors, on a décidé de prendre les questions après. À ma connaissance, Mathieu, le NICE, le National Institute of Clinical Excellence, a décidé de ne pas le rembourser. Voilà, pour le moment. Donc, on en discutera demain. Voilà. Donc, on va demander maintenant au professeur Jean-Philippe Azoulay, dont on connaît toute l'expérience dans le cadre de la recherche et de la prise en charge de la maladie de Parkinson.
Jean-Philippe était l'ancien président de la Société française de neurologie, donc il va nous introduire sur les actualités de la recherche dans la maladie de Parkinson. Merci. Merci de me permettre également de prendre la parole aujourd'hui. Donc sur une maladie qui n'est pas la maladie vedette de ces journées. J'ai bien compris quand même que la maladie d'Alzheimer est au cœur de vos préoccupations, mais la maladie de Parkinson est une maladie aussi assez importante. Et je vais commencer d'ailleurs en parlant d'épidémiologie, parce que dans l'actualité, il y a beaucoup de discussions sur l'épidémiologie et sur l'idée que cette maladie aurait une évolution, et la propagation de cette maladie aurait serait assez particulière. Alors voilà, donc quelques généralités. Donc je vais donner quelques informations d'actualité, puis c'est ce qu'on m'a demandé, mais je vais essayer également de faire quelques spots sur des aspects qui me semblent mal connus dans la maladie de Parkinson, qu'on connaît peut-être un peu trop superficiellement, en gros comme une maladie de la motricité des gens qui tremblent. Alors l'évolution, vous voyez les termes de prévalence, on ne va pas aller dans les détails. Ce qui est important, vous voyez, c'est que la maladie de Parkinson augmente énormément en prévalence, puisqu'on va passer en quelques années de 200 à 300 000 patients en France. Et donc, on prévoit une augmentation sur les 2 décennies qui vont de 2010 à 2030 de 65%. Et c'est la maladie neurodégénérative qui progresse largement le plus. Alors, il y a beaucoup de débats aujourd'hui pour savoir si c'est une augmentation de la prévalence uniquement liée au vieillissement et à l'augmentation de l'espérance de vie, ou s'il y a réellement une augmentation de l'incidence de cette maladie. Alors vous voyez, là, c'est des données qui sont au niveau mondial. Vous voyez qu'on sera passé entre 1990 et 2040 de 2,6 à 17, un peu plus de 17 millions de malades de Parkinson dans le monde. Ce qui, évidemment, nous amène, en termes de moyens futurs, à envisager, à adapter en termes aussi bien humains que médicaux et en termes médico-sociaux les besoins, enfin adapter les moyens aux besoins à venir. Alors, l'origine de cette maladie, elle est polyfactorielle. Alors, il y a des facteurs génétiques. Il y a des facteurs génétiques sur le même mode que ce dont a parlé le professeur Secaldi, c'est-à-dire qu'on a une hérédité mendélienne classique avec des modes de transmission autosomiques dominants, récessifs, donc avec des risques de transmission variables dans les familles. Et il y a de plus en plus également de déterminants génétiques de risque. C'est-à-dire que là, on n'a pas un gène, une maladie, mais on augmente de X le risque de faire la maladie. Et c'est très intéressant. En particulier, il y a 2 gènes. Il y a tous les gènes récessifs qui, lorsqu'ils sont hétérozygotes, augmentent le risque. Et puis il y a un gène très particulier qu'on appelle le gène GBA, qui est le gène d'une maladie qu'on appelle la glucocérébrosidrale, la maladie de Gaucher, qui est une maladie infantile assez grave quand elle est homozygote, c'est-à-dire que quand les 2 gènes portent la mutation, mais quand elle est hétérozygote, elle augmente simplement le risque de la maladie de Parkinson, et avec en plus un phénotype très particulier, c'est-à-dire qu'il y a un profil évolutif un peu plus grave, avec en particulier plus de troubles cognitifs. Et j'en parlerai à la fin, c'est l'une des pistes aujourd'hui pour traiter les malades, c'est ce qu'on appelle un peu la médecine personnalisée. C'est en fonction de ces facteurs de gènes de susceptibilité, de faire des traitements qui ciblent, en particulier là, des essais thérapeutiques visent à réduire l'expressivité du gène de la glucocérébrosidale. Bon, ça c'est pour la partie génétique. Pour la partie environnementale, c'est certainement l'une des maladies qui est le plus liée aux modifications environnementales. Il est documenté aujourd'hui en particulier que l'exposition chronique aux pesticides, aux insecticides, donne la maladie de Parkinson, enfin augmente le risque statistique de faire une maladie de Parkinson. Et d'ailleurs, c'est reconnu chez les agriculteurs comme une maladie professionnelle. D'autres agents sont reconnus comme pouvant être responsables de l'augmentation du risque que je vous ai listé ici. Ce qui est important de retenir, donc, c'est que c'est l'une des explications potentielles à l'augmentation de la prévalence de la maladie. Alors, pour revenir à la maladie elle-même, je vous l'ai dit, c'est connu comme une maladie de la motricité et on porte un diagnostic maladie Parkinson quand on a la présence de 2 de ces 3 signes moteurs, c'est-à-dire
de la kinésie, de la bradykinésie. En gros, c'est de la lenteur. C'est la maladie de la lenteur, tous les syndromes parkinsoniens. Le mouvement est plus lent, il est plus petit également en amplitude, l'écriture est petite, on marche plus lentement, la voix est plus faible. Donc c'est le signe cardinal de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens. Et il faut que, outre cette akinésie ou cette bradykinésie, il y ait au moins un des deux autres signes, la rigidité, et puis le classique tremblement de repos, donc un tremblement qui perturbe peu le mouvement, mais qui est présent au repos et qui est présent seulement 2 fois sur 3. Il faut garder à l'idée que 2 tiers des Parkinsoniens ne tremblent jamais. Le mécanisme, il est central, c'est une perte en neurones dopaminergiques et une perte en dopamine au niveau cérébral, et ça sera le fondement des traitements symptomatiques, c'est d'apporter la dopamine manquante au cerveau. Alors, maladie purement motrice, eh bien, vous voyez sur ce schéma tout ce qui peut être atteint dans la maladie de Parkinson au niveau des symptômes non moteurs. Vous voyez que ça peut toucher au niveau le plus haut l'humeur, les troubles du comportement, des hallucinations. Il y a des troubles cognitifs. 70% des patients parkinsoniens à 20 ans d'évolution vérifient les critères de démence. Ça peut toucher le cœur, les vaisseaux. Il y a des dysautonomies, l'hypotension orthostatique. Tout le tube digestif peut être atteint, le système urinaire, la sudation. Donc, on les regroupe en grandes catégories, tout ce qui est à la fois cognitif et psychique, ce qui est dysautonomique, donc tout ce qui concerne l'innervation des organes, puis la douleur qui est présente chez quasiment 70%, les troubles du sommeil, enfin, ça en fait une maladie extrêmement complexe. Il est clair que réduire la maladie de Parkinson simplement à une maladie de la motricité, c'est faire perdre une grande dimension de cette maladie, d'autant que quand on interroge les malades et qu'on fait le listing des symptômes, en général, 1/3 des patients peut mettre en avant le fait que les troubles non moteurs sont plus invalidants que les troubles moteurs, ou en tout cas altèrent plus leur qualité de vie. Ces troubles non moteurs, ils vont s'étaler comme les signes moteurs sur une très longue période, et on a démontré, à partir de la propagation dans le cerveau sur ce modèle pseudo-prion que je n'ai pas repris ici, que en fait, la maladie pouvait commencer dans un certain nombre de cas, non pas au niveau des neurones dopaminergiques de la substance noire, mais plus bas dans le tronc cérébral, voire au niveau de l'intestin, et que c'est ensuite par voie de propagation de neurone à neurone que cette protéine, la synucléine, là c'est pas de l'amyloïde, c'est de la synucléine, dont la conformation est anormale, qui va se déposer dans les neurones et entraîner la neurodégénérescence. Et vous voyez que ça peut commencer donc dans d'autres systèmes, par exemple dans les centres du sommeil, et par exemple mon équipe s'intéresse beaucoup à un trouble très particulier du sommeil qu'on appelle le trouble du comportement au sommeil paradoxal. Dans la maladie de Parkinson, le tonus n'est pas aboli quand il rêve, ce qui fait que quand vous rêvez vos rêves, vous pouvez rêver que vous courez, que vous sautez, le corps est atonique, il est comme paralysé. Dans les synucléopathies, ce n'est plus le cas et les malades vivent leurs rêves, souvent de façon très démonstrative, en hurlant ou en donnant des coups, et c'est souvent le ou la voisine de lit qui signale ces troubles du comportement. Alors ce qui est très important, c'est que c'est un marqueur prémoteur de la maladie et qu'on sait qu'à 70 ans plus tard, quand on diagnostique ce trouble, 70% des malades auront une synucléopathie motrice. Et si ça se combine à un autre marqueur qui est l'hyposmie, ce sera 90% des malades. Donc on a un biomarqueur qui permet de prédire de façon quasiment certaine que les malades vont avoir une synucléopathie clinique motrice dans les années qui viennent. Donc vous voyez que quand on aura des outils, et j'y reviendrai rapidement, comme l'immunothérapie, pour bloquer la propagation de la synucléine, on pourra quasiment traiter les malades avant même le début des signes moteurs. Bon, je passe sur le reste de l'évolution, et ça correspond dans des modèles parfaits, ce qui n'est évidemment trop parfait pour être totalement vrai, en tout cas dans tous les cas, à cette propagation de cette synucléine mutée qui forme ce qu'on appelle le corps de Lévy à l'intérieur donc du système nerveux. Et je sais que plus tard, on abordera une maladie qui est une autre expression de la propagation des corps de Lévy, qui est la maladie à corps de Lévy. Alors le deuxième intérêt, en dehors de ce caractère prédictif, c'est que on peut commencer par ces signes prémoteurs, donc par les troubles du comportement en sommeil paradoxal ou par l'hyposmie. Mais vous voyez, dans ce modèle qui a été proposé très récemment, on a mis en évidence au fond que si on commence par la périphérie, donc par ces signes prémoteurs, ou si on commence par la signe moteur directement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le brain first versus le body first, le pronostic, le mode évolutif, l'expression clinique de la maladie ne seront pas les mêmes. Donc c'est très intéressant et très important d'avoir ces modèles en tête. Alors,
Je vais bien sûr parler des traitements. On ne peut pas parler d'actualité sans parler des traitements. Alors, en traitement symptomatique, on a beaucoup de médicaments dans la maladie de Parkinson. Alors, la limite, c'est qu'il n'y a qu'un axe qu'on sait vraiment traiter. On sait faire de la substitution dopaminergique. Donc, par différentes voies, apporter, stimuler les récepteurs dopaminergiques ou apporter de la dopamine dans le cerveau. En gros, tous les traitements aujourd'hui dont on dispose sont tous génériqués. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux médicaments symptomatiques mis sur le marché depuis plus de 10 ans. Ces traitements sont très efficaces. Ils peuvent améliorer les signes moteurs de 70, 80, 90%. Les premières années de la maladie, cette fameuse lune de miel, qui est un terme que j'aime pas beaucoup, les malades sont asymptomatiques ou quasiment. Mais c'est vrai qu'au long de l'évolution de la maladie, progressivement, la maladie va échapper, va avoir présenter des complications liées au traitement, des mouvements anormaux, des fluctuations d'efficacité, et ça va poser des problèmes de plus en plus importants. Voilà simplement, vous voyez, la liste des traitements symptomatiques dont on dispose, ils sont extrêmement nombreux, je ne vais pas entrer dans le détail. Quand ces traitements dits de première ligne, Peros, arrivent à être un peu mis en échec, on a beaucoup développé ces dernières années des traitements dits de seconde ligne, c'est-à-dire des traitements qui vont être injectés ou la stimulation cérébrale profonde, qui vont contrôler 24 heures sur 24 de façon très régulière l'ensemble des symptômes et qui vont venir donc dans un deuxième temps se substituer au traitement Peros. Alors, il y en a plusieurs, ce sont des pompes qui peuvent injecter la lévodopa directement dans le tube digestif ou un agoniste dopaminergique sous la peau. Et bien entendu, à gauche, vous voyez la stimulation cérébrale profonde qui a été la grande révolution thérapeutique de la maladie, en tout cas que moi j'ai vécu dans ma carrière, et le souvenir des premières mises en route de stimulation reste un grand moment. Alors qu'est-ce qui est arrivé de nouveau ? Là va être mis sur le marché au mois de novembre une soluté. Donc la lévodopa, si on voulait la mettre en pompe, il fallait faire une gastrostomie. Il y a une formulation qui va permettre d'administrer la lévodopa en sous-cutané, donc sans geste invasif. Donc ça, c'est un grand progrès. Concernant la stimulation cérébrale profonde, je vais surtout vous préciser combien les conditions ont changé par rapport aux premières implantations qui ont été faites à Grenoble l'an prochain, ça fera 30 ans, le premier malade. Donc la cible est toujours la même, c'est une cible mise en évidence par cette équipe française, c'est le noyau sous-thalamique. À l'époque, la première implantation, c'était 12 heures, 14 heures chez un malade sans traitement sur une table de bloc opératoire. J'avais assisté une fois à Grenoble, je peux vous dire que c'était une sérieuse épreuve. Il y avait un kiné au bloc pour bouger le malade, tellement c'était pénible. Aujourd'hui, les interventions sont plus courtes, elles durent 6 heures. Le malade est sous anesthésie générale. Les techniques de repérage ont beaucoup été améliorées. Les séjours sont raccourcis de 3 semaines à 10 jours. Et on dispose de tas d'outils pour localiser les plots de stimulation avec des électrodes directionnelles. Je ne vais pas entrer dans les techniques, mais les réglages maintenant de stimulateurs sont vraiment beaucoup, beaucoup plus performants que ce qu'il était au début. Donc, ça reste une opération relativement lourde, mais ça n'a plus rien à voir avec quand ça a été promu. Je conclurai avec les traitements neuroprotecteurs ou modificateurs de l'évolution de la maladie. On peut discuter de cette terminologie. Alors, il y a eu beaucoup de bruit récemment. Je ne sais pas si vous en avez, il y a eu beaucoup de publicité, on en a beaucoup parlé sur radio, télé. C'est un antidiabétique oral d'une famille assez particulière, assez nouvelle, qui a été essayé dans la maladie de Parkinson, dans une optique aujourd'hui qui est aussi non seulement de faire de l'innovation thérapeutique avec de nouvelles molécules, mais de reclasser des molécules qui sont déjà sur le marché dans une indication, mais dans une nouvelle indication. Alors, c'est le lixisenatide. C'est une première étude sur 150 patients, mais en tout cas, les patients traités en double aveugle contre placebo ont montré que leur score moteur ne s'était pas du tout aggravé, voire un tout petit peu amélioré, alors que les patients sous placebo s'étaient aggravés. Donc un effet potentiellement neuroprotecteur, neuromodificateur de l'évolution de la maladie. Et il faudra bien sûr confirmer cet essai. Tous les malades veulent maintenant cet antidiabétique. Et bien sûr, on ne le prescrit pas dans la mesure où, en plus, on n'a pas validé l'indication, il donne un certain nombre d'effets secondaires. Deuxième molécule très intéressante, c'est un MAB, donc c'est l'immunothérapie, comme l'a évoqué Mathieu Secaldi. C'est le prasinezumab, qui est un anticorps anti-synucléine. Donc c'est le même principe, on essaie de bloquer cette protéine qui se propage. Alors, il y a eu un essai publié négatif. Le score qu'on demande, c'est un score composite avec des questionnaires, score 1, 2, 3 de l'UPDRS,
Il faut bien dire qu'en 12 mois, pour une maladie qui évolue relativement peu comme la maladie de Parkinson, je ne suis pas sûr qu'un jour on démontre un effet neuroprotecteur. Ce qui a été intéressant dans cette étude, c'est que le score moteur lui-même seul, plus un certain nombre de devices, c'est-à-dire de montres, d'objets connectés qui étaient utilisés, ont tous montré que le score moteur, globalement sur l'ensemble de la population, était et s'aggravait moins dans la population traitée. Et après, on a fait ce qu'on appelle des post-hoc analyses, c'est-à-dire qu'on a isolé une population de patients qui sont les patients qui se sont le plus aggravés, et on sait aujourd'hui avec isoler ce type de population. Et alors là, même sur l'ensemble des scores, le prasinezumab était efficace. Ça a poussé le laboratoire à continuer les essais. Il y a une phase de confirmation qui est en cours et qui semble donner des signaux positifs puisqu'il prévoit déjà une troisième essai thérapeutique. Donc là, avec l'idée peut-être d'un accès au marché d'une molécule qui aura prouvé un effet de ralentissement sur l'évolution de la maladie. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Vous voyez, je voulais insister sur la complexité de cette maladie. Ce n'est pas qu'une maladie de la motricité, c'est aussi une maladie de la cognition, une maladie du système nerveux autonome, une maladie très compliquée. L'évolution, elle va se faire probablement vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée, grâce à des outils d'imagerie, grâce à des biomarqueurs, grâce à la génétique. On aura des profils évolutifs, on aura des profils génétiques qui permettront de donner des traitements très particuliers et de cibler certaines populations à risque. Et j'ai évoqué à ce sujet en particulier les porteurs hétérozygotes de la mutation de la maladie de Gaucher. Je vous remercie. Donc, les deux présentations, et donc mes deux collègues sont tout à fait prêts à répondre à vos questions. Alors, pour lancer le débat, peut-être... Jean-Philippe, tu viens de parler des objets connectés. Alors j'aimerais savoir l'un et l'autre, justement, est-ce que les objets connectés sont utilisés? Est-ce qu'ils sont utilisés dans le diagnostic? Est-ce qu'ils sont utilisés dans le suivi, dans le parcours des patients? Où en est-on sur ce sujet actuellement? Alors oui, je pense que c'est peut-être plus... On m'entend, oui. C'est peut-être plus applicable peut-être à l'évaluation motrice que cognitive. En tout cas, il n'y a plus un essai thérapeutique aujourd'hui sans qu'il y ait des objets connectés. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qui permettent de quantifier la marche en ambulatoire, de quantifier le tremblement, les dyskinésies. Donc oui, c'est entré dans la pratique. Oui. Oui, enfin, moi je complète la réponse de Jean-Philippe. Effectivement, dans le domaine des essais thérapeutiques, c'est très peu utilisé encore dans la maladie d'Alzheimer parce que les paramètres qu'on peut recueillir sont quand même limités. Il y en a quelques-uns. Après, les objets connectés, il y a toute une recherche sur l'utilisation des objets connectés dans la prise en charge non médicamenteuse et sur éventuellement des programmes de stimulation. Enfin voilà, il y a tout un domaine qui est en train de monter énormément. Mais qui n'est pas encore intégré dans le diagnostic. Voilà. Tout ça, bien sûr, avec le respect de l'autonomie de la personne, avec tous les aspects à la fois légaux et éthiques concernant l'utilisation de ces outils. Michel? On avait dit Parkinson, où visiblement, on a quand même un appareil de réponse qui est assez diversifié et qui permet au moins pendant un certain nombre d'années de faire avec et de vivre à peu près correctement avec la maladie. En revanche, sur la maladie d'Alzheimer, ça a l'air plus compliqué. Donc, comme on est dans un environnement où on se pose des questions sur l'éthique, moi, je ne suis plus dans le circuit, mais quand, dans les années 2000, on se posait déjà ces questions, qui est cette espèce de grand écart à faire entre il faut essayer de pouvoir comprendre ce qui se passe le plus en amont possible et avant une phase symptomatique de la maladie d'Alzheimer pour faire progresser la recherche. Mais qu'est-ce qu'on fait comme accompagnement d'une personne à qui on aura dit qu'elle avait un risque fort d'avoir un jour une maladie d'Alzheimer à un stade avancé, et comment on l'accompagne entre le moment où peut-être il y a eu une certaine exaltation, on avait vu ça aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, avec l'empowerment des personnes malades, le fait de participer à des essais thérapeutiques pouvait être une manière de rester
présent dans la cité. Bon, alors comment on se dépatouille concrètement quand on est médecin et qu'on dit à quelqu'un qui peut avoir ce risque? On ne dit pas à quelqu'un, vous avez un risque. Là, quand je parle de diagnostic préclinique, c'est vraiment dans le cadre de la recherche. Aujourd'hui, les personnes que nous voyons sont des personnes que nous voyons en consultation, qui sont des personnes qui se plaignent elles-mêmes ou dont l'entourage se plaint. Donc on est dans l'accompagnement de personnes qui ont une plainte fonctionnelle et une demande d'accompagnement. On ne va pas aller chercher les gens dans la rue, comme je l'évoquais pour le programme américain de thérapeutique préclinique. Donc ça c'est le premier point. Bon. Deuxième point, on fait beaucoup moins de bêtises. On a fait beaucoup de bêtises. Parce que ce qu'on appelle Alzheimer aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis que ça ne l'était il y a 20 ans. On sait qu'il y a la maladie à corps de Lévy, on sait qu'il y a d'autres maladies, et on gère les patients de manière bien différente selon le diagnostic qui est porté. Et donc, le troisième point, mais ça, il faudrait qu'on discute toute la nuit pour ça, et puis il y a plein de gens ici qui sont impliqués, il y a un accompagnement qui est un accompagnement régulier, qui n'est pas que médicamenteux, et qui est vraiment important et qui doit commencer précocement justement pour éviter un certain nombre de situations que l'on voit et qui sont assez dangereuses. Donc on n'en est pas encore, je vous rassure, au diagnostic préclinique. Techniquement, on va y arriver, mais ce n'est pas pour l'instant, c'est pas implémenté dans le soin courant. Alors je vais rebondir juste là où ça se pose, c'est justement avec ces malades chez qui on diagnostique dans les centres du sommeil ces troubles du comportement dont je vous ai parlé. Et là, on a demandé, nous, parkinsonologues, à avoir justement des échanges avec les sociétés de sommeil pour savoir ce qu'ils devaient dire ou faire de ces malades qui ont potentiellement un risque élevé de faire une maladie neurodégénérative. Parce que là, en ce moment, c'est un peu la race campagne. Il y a des centres qui font un peu n'importe quoi de sommeil là-dedans. Oui, je parlais de loyauté tout à l'heure, justement, par rapport à ça. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais, Mathieu. À partir du moment où vous allez mettre à la disposition des outils de diagnostic biologique sanguin après une prise de sang, ça risque de changer la donne, non ? À vrai dire, c'est une question qui, alors là, franchement, c'est une question à laquelle j'aurais des difficultés à répondre. Je ne fais pas partie de ceux qui sont le plus enthousiastes par rapport à ça, parce que je pense, mais ça c'est un débat technique, qu'il y a encore beaucoup de limitations et que, alors, ce qui arrive, en fait, ce qui est utilisé actuellement, commence à être utilisé, c'est les dosages plasmatiques pour la présélection des patients dans le cas des essais thérapeutiques. Parce qu'on dit, voilà, l'empowerment, les patients ont participé à des essais thérapeutiques. Sauf que les critères des essais thérapeutiques sont tellement sélectifs qu'en gros, il y a un patient sur 10 qui veulent participer à un essai qui sera sélectionné. Et ce n'est pas nous qui décidons les critères. Vous voyez. Et donc, de la recherche thérapeutique est extrêmement coûteuse. Commence à utiliser les dosages plasmatiques pour présélectionner des patients qui pourront ensuite subir toute une série d'examens qui confirmeront qu'ils ont ou pas les critères d'éligibilité à l'étude. Donc c'est utilisé, le plasma est utilisé actuellement, je veux dire, commence à être utilisé dans la recherche thérapeutique pour amoindrir le coût des études thérapeutiques, mais il n'est pas encore utilisable dans le soin courant. Je dois dire qu'il y a des techniques, vous pouvez aller dans votre laboratoire près de chez vous, il y a une technique qui a le label européen et qui vous permet de faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer minute, tout seul, dans votre salle de bain. Je vous le déconseille. Voilà, pour des raisons techniques et aussi pour, évidemment, des raisons éthiques. Voilà. Mais on risque effectivement d'y arriver. Mais je n'ai pas la réponse. Alors là, c'est vraiment un vrai problème éthique. Bonjour messieurs, Vincent Mousseau, Association des aidants et malades à corps de Lévy. Je voulais vous interroger sur le diagnostic différentiel entre la maladie à corps de Lévy et les autres maladies neuroévolutives, pour savoir, qui est un enjeu très important, parce qu'aujourd'hui il est compliqué et que le retard de diagnostic comporte des enjeux de iatrogénie, des risques de iatrogénie médicamenteuse très graves. Et ma question est, quel est votre regard en matière de recherche
sur toutes les techniques que vous avez évoquées pour améliorer ce diagnostic différentiel précoce de la MCL avec d'autres maladies, et en particulier s'agissant de la technique RT-Quick. On aurait aimé savoir quel était votre avis sur cette technique qui se met en place petit à petit en France. Alors, on a des critères qui sont des critères qui ont été publiés, réactualisés. En gros, c'est un syndrome parkinsonien, donc les signes moteurs dont je vous ai parlé, avec présence de troubles cognitifs dès la première année d'évolution des troubles moteurs. Ou donc précédés avec ensuite des signes d'accompagnement, des signes de support qui sont les hallucinations précoces sans traitement, qui sont les fluctuations cognitives. Donc il y a des critères cliniques pour poser un diagnostic de maladie à Cordes-Lévy. Vous savez également qu'un certain nombre de neurologues pensent que maladie de Cordes-Lévy et maladie de Parkinson, c'est au fond la même maladie, avec une propagation cérébrale différente, en particulier avec une invasion précoce donc du cortex dans la maladie à Cordes-Lévy par rapport à la maladie de Parkinson. La maladie de Cordes-Lévy est une synucléopathie, par définition, puisque c'est aussi la même. Donc la technique RT-Quick est une technique d'amplification de la synucléine qu'on peut utiliser dans le sang ou dans la périphérie, dans le liquide céphalorachidien, mettra en évidence la protéine synucléine. Alors j'y ai pensé d'ailleurs quand Mathieu a parlé des techniques de diagnostic, j'aurais dû rajouter le RT-Quick, parce que c'est vrai que ça a été dans les 2 ans qui viennent de s'écouler un grand probablement quelque chose qui va révolutionner aussi le diagnostic de la maladie de Parkinson et de la maladie à Cordes-Lévy. Ensuite, des outils diagnostiques différentiels. On a des outils comme par exemple le PET, la FDG cérébrale, qui va montrer un pattern assez spécifique de la maladie à Cordes-Lévy, qui est un pattern d'hypo, des perfusions postérieures au niveau occipital. Enfin, on a un certain nombre d'outils, en particulier le bilan neuropsychologique, le bilan des fonctions cognitives. Je ne sais pas si j'ai répondu à différentes questions que vous aviez posées, mais... Oui, merci d'être là, messieurs. Je vais profiter de votre présence. Je pense que tout le monde ici présent ne sera pas à l'atelier sur le médicament, comment anticiper l'arrivée d'un nouveau médicament. J'aurais souhaité savoir si vous avez une cellule de réflexion quant à la transparence, justement. Quand, malheureusement, et on l'a vécu là récemment pour la maladie de Charcot, il y a une pression vraiment de la population, sachant qu'un produit qui serait médicament est prescrit aux États-Unis et ne l'est pas, par exemple, en Europe. Est-ce qu'il y a un travail pour expliquer à la population que nous n'avons pas du tout la même relation avec l'utilisation des produits? Il y a une mutualisation ici en Europe qui existe encore. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a un travail de fond, de transparence? Parce que c'est tous les jours, on est obligé d'expliquer aux patients pourquoi on ne prescrit pas, par exemple, l'Amilix pour la maladie de Charcot et pourquoi on est parfois obligé de le faire. Pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas encore une décision définitive de l'Europe. Si on a une décision définitive de l'Europe, oui, il faudra effectivement d'abord comprendre et expliquer. Et c'est sûr que ces différences que l'on a d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre, elles témoignent d'une approche différente de la thérapeutique. Moi, il y a quelque chose quand même qui me paraît important dans notre pays où on utilise souvent des jolis mots, qui est le terme de démocratie sanitaire, qui était d'ailleurs un terme très utilisé dans les plans. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit tout faire pour lutter contre la médecine paternaliste, c'est-à-dire les médecins qui décident pour les patients. Et dans toutes les décisions qui sont prises par les agences, je pense qu'il faut intégrer le fait que le patient, à un moment donné, doit être acteur de la décision. Mais pour être acteur de la décision, il faut encore qu'il ait la possibilité de choisir. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore une fois, une question pratique, mais vous avez raison. S'il y a une pression, il faut expliquer. Il faut... Alors, je voudrais simplement rappeler à mon ami Mathieu Secaldi à ma droite, puisque là, je parle en tant que vice-présidence de la commission de transparence, qu'au sein de la commission de transparence, il y a 3 représentants de patients. Oui, je sais, bien sûr. Et que par conséquent, et qu'ils ont droit de vote, qu'ils apportent à la fois les informations qui montent au travers des associations et qu'ils votent également avec nous. Et donc, ils ont un droit de regard sur les décisions qui peuvent être prises à un moment donné vis-à-vis de
le remboursement ou pas le remboursement de médicaments. Mais on ne va pas rentrer dans les détails là parce qu'on y passerait toute la nuit. Oui, donc une question rapide qui se dirige principalement vers le professeur Secaldi, mais qui finalement vient d'une mise en contraste avec les propositions du professeur Azoulay. Ça m'étonne, à chaque fois qu'on fait un bilan de l'actualité de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, qu'on ne présente jamais, mais je ne sais pas s'il y en a, des innovations cliniques, c'est-à-dire dans la façon dont on appréhende les symptômes de la maladie. Et là, on voit bien qu'un symptôme qui se manifeste dans le sommeil mène à une reconceptualisation de la clinicopathologie de la maladie de Parkinson. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire que la symptomatologie s'est stabilisée dans les années 90 et qu'on a cessé d'une certaine façon d'innover dans la façon dont on la comprend, dont on l'étudie, ou est-ce que c'est parce qu'il y en a, mais qu'elles sont invisibilisées par effet de priorité par les innovations biologiques? On va dire que c'est plutôt la deuxième partie voilà, la réponse, elle est plutôt là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme d'invisibilité par la prégnance des innovations biologiques, mais bien entendu, il y a beaucoup de recherches cliniques. Mais après, c'est vrai que sur le plan, moi j'ai participé à des débats européens où la question était de savoir, c'était un panel d'experts, est-ce qu'on continue à faire des bilans neuropsychologiques aux patients suspects d'une maladie neurodégénérative? Et j'ai des collègues qui prétendent que ça ne sert à rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une recherche clinique, mais il y a effectivement une prégnance du biologique sur le clinique actuellement, c'est indéniable. Mais donc, du coup, effectivement, moi, j'ai voulu simplement axer sur les aspects biologiques, on va dire, plus internationaux que purement français. Écoutez, merci beaucoup à l'un et à l'autre. Et je pense que l'ouverture sur des dilemmes éthiques, elle est très présente. Voilà, donc les ateliers demain permettront de discuter de tout cela. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc,